On repart les amis. Alors on a commencé avec ça, mais c'est vrai que l'énergie... Tiens, tu vois Bruno, quand on dit l'Europe, machin, etc. et tout. Il y a un truc que tu entends absolument partout, là, depuis à peu près 2 mois, 3 mois, 6 mois, c'est l'échec du marché européen de l'énergie. Hein, c'est l'échec du marché européen de l'énergie. Bon, si on a passé le premier cap de l'hiver un peu chaud, là, lundi, c'est grâce à la Belgique, grâce à l'Italie, grâce à l'Allemagne et grâce à la Suisse. Parce que ce marché européen est tellement bien fait que la Suisse, là, elle est intégrée au truc. Elle est intégrée à rien d'autre, mais là, elle est intégrée au truc. Qui le dit ? Qui le dit depuis lundi? Oui, hein On dit EDF a réussi à redémarrer 3 réacteurs, machin, tant mieux. Ouais. Mais qui dit que voilà, le marché européen de l'énergie, ses interconnexions, ce système, il est peut-être absurde, mais à un moment, quand la dernière centrale à pouvoir te permettre d'avoir de la lumière, c'est une centrale à gaz et que le gaz vaut une fortune, faut payer ton énergie une fortune. Voilà. Ah, mais je suis d'accord. L'Europe ne fait pas la pédagogie de l'Europe. Ou je sais pas, personne ne fait la pédagogie de l'Europe. C'est pour expliquer ce qu'il y a de bien. Il y a des choses qui sont pas bien. Parce que les mecs ont tous envie de tirer la couverture à eux. Voilà. Ouais. Moi, je me souviens de la crise des subprimes. Là, tu disais tout à l'heure l'euro, etc. Putain, on n'aurait pas eu l'euro à la crise des subprimes. Le franc aurait été divisé par 2, la valeur du franc. Je sais pas. On aurait tous été. Mais on ne fait pas de la pédagogie de ce qui marche bien en Europe. Qu'est-ce que Stéphane, tu voulais nous parler de l'hydrogène? Qu'est-ce que tu voulais dire sur l'hydrogène? T'investis sur l'hydrogène? Non, c'était juste un truc. Alors d'abord, l'investisseur, et puis j'ai fait une petite pastille pour nos clients il n'y a pas très longtemps, parce que je suis tombé vraiment, j'ai adoré, mais d'un point de vue très esthétique. Hein, tu sais, la nouvelle voiture française qui est fabriquée par Opium et qui est la concurrente de la Tesla. Alors pour l'instant, c'est un modèle qui se veut haut de gamme. Donc on est quand même sur 120 000 €, mais c'est une technologie à hydrogène, et surtout ils vont au-delà, parce que tu sais, l'hydrogène, c'est l'électrolyse qui pour l'instant repose encore beaucoup sur des besoins en énergie fossile pour faire cette mécanique d'électrolyse qui est sans limite, puisque on est basé sur de l'eau, et quelle que soit l'eau, mais ils sont en train justement d'aller au bout c'est 1% de la production d'hydrogène. Attends. Pardon ? L'électrolyse, c'est 1% de la production d'hydrogène. Oui, mais justement, ils sont en train d'aller vers des nouvelles technologies qui autres rendraient vraiment... Attends Stéphane, parce que je ne savais pas ça, moi. Du cracking des produits pétroliers. C'est des énergies fossiles. On transforme directement soit du méthane, soit des produits pétroliers. On les transforme directement en hydrogène. Mais c'est vrai que la grande idée, c'est quand même d'aller l'extraire de l'eau avec des énergies renouvelables et avec du nucléaire. Le futur, le rêve. Voilà. Mais c'est pas encore pour tout de suite. D'accord. Vas-y Stéphane. Non, Bruno le résume bien mieux que moi, parce qu'il a la partie technique beaucoup plus que moi. Mais moi, ce qui m'intéresse sur Opium, finalement, sur cette boîte française, c'est qu'ils ont la volonté de faire finalement de la voiture verte vraiment, et d'aller chercher cette technologie qui est en développement, qui représente très très peu, comme l'a rappelé Bruno, parce qu'en fait finalement l'hydrogène pour l'instant n'est pas, selon moi, une énergie verte, et pourtant il y a beaucoup de transports collectifs dans le monde, en Europe, etc., qui utilisent déjà cette technologie, donc elle n'est pas vraiment verte, contrairement à l'électrique. Et là, pour le coup, je me suis dit, et là, on en parlait sur l'Europe il y a 5 minutes, c'est un vrai sujet, parce que, bon, l'électrique, Renault est quand même très bien positionné, mais sinon, tu as Toyota et Tesla qui sont en train de truster à la planète, et c'est un peu tard pour BM, Mercedes et compagnie. Là, sur l'hydrogène, il y a encore beaucoup de choses à faire, et je trouve que leur approche, tu vois... très verte dans la technologie, des sous-traitants, etc., jusqu'à la bagnole. Est-ce que ça les empêchera de faire des voitures de grand public? Ça, j'en sais rien. Ils ont 3 modèles qui vont arriver dans les 10 prochaines années. Voilà, c'était juste pour dire voilà, les Français se positionnent sur ça. En plus, la voiture est très jolie. Pour le coup, ça ne mange pas de pain. Mais je pense qu'il y a un truc qui est quand même très sympa. Très sympa sur l'hydrogène. Une jeune pousse, comme on dit. Alors effectivement, le Crédit Agricole a signé un protocole pour la livraison de 10 000 de ces voitures. Elle devrait être produite à partir de 2025. Moi, je dois te dire, mon cher Stéphane, que pour discuter directement avec de grands équipementiers, alors Plastic Omnium, par exemple, a fait un gros pari, donc Plastic Omnium, un de nos importants équipementiers automobiles, il a fait un gros pari sur l'hydrogène. Il faut bien le dire, davantage sur les camions que sur les voitures particulières quand même. Il y a quand même très très peu, donc effectivement, lui, ce jeune constructeur Opium y croit. Il y a assez peu de gens qui pensent que l'hydrogène est une solution valable pour la circulation des automobiles individuelles. Mais bon, ça après, c'est le sujet en lui-même. Bruno, ça t'intéresse L'hydrogène, c'est une énergie hyper intéressante, mais il faut qu'on apprenne à la produire autrement qu'en produisant
encore plus de CO2 et de méthane. C'est l'idée, c'est-à-dire que la grande idée... Ça viendra, mais c'est pas encore pour tout de suite. La grande idée, c'est que ça va servir de batterie aux énergies renouvelables. C'est-à-dire les énergies renouvelables, quand elles tournent à vide, si elles peuvent faire de l'électrolyse, justement, et l'hydrogène, lui, se stocke, on est sur quelque chose d'intéressant. Tout à fait d'accord. Après, Jean-Marc Jancovici te dira que tu as un problème, et c'est toujours son sujet, lui, tu as un problème physique, tu as un problème de volume qui semble compliqué à résoudre. Pour moi, l'énergie du futur intéressante, c'est la fusion nucléaire. On devrait y mettre beaucoup plus de moyens. Et moi, je ne crois pas pour l'environnement à la technique des tout petits pas. On dit tellement on n'y arrivera jamais. Il faut se concentrer sur un gros truc qui va vraiment changer la donne et qui est accessible. Et la fusion nucléaire, c'est le cas. C'est accessible. Est-ce que c'est dans 10, 20 ou 30 ans? J'en sais rien. Mais et là, ce qu'ont fait les Américains, c'est vraiment un tournant, là? Tu as eu le temps de regarder? Donc, ils ont présenté ça comme un tournant. Il y a les Chinois aussi qui sont très... Non, là, les Américains, les Chinois, les Européens, les Français, les Japonais, on est tous dessus, mais dans des façons plus ou moins inefficaces. Nous, on est dans ITER, qui est un gros groupe, un truc international, et donc qui est assez inefficace. Par exemple, à un moment donné, il y avait un sous-projet qu'il fallait confier aux Espagnols, parce que c'était leur tour. Bon, ils n'avaient aucun savoir-faire. Donc, ils ont pris le sous-projet, puis ils l'ont sous-traité aux autres pays européens. Voilà. Ça amène à ce genre de trucs. Les Américains, mais c'est comme ça, un jour, il y aura les startups qui vont s'y mettre, et ça ira beaucoup plus vite. Elon Musk ou d'autres. Les Américains, là, ils ont franchi une étape, c'est que pour le moment, pour allumer de la fusion nucléaire, il faut mettre de l'énergie. Donc tu mets de l'énergie, ça t'allume une fusion nucléaire qui produit de l'énergie. Mais jusqu'à aujourd'hui, il fallait mettre 3, 4, 5 fois plus d'énergie que ce que ça produisait. Et là, pour la première fois, ça a produit plus d'énergie que ce que tu as généré. Mais ça a duré 1 milliardième de seconde, je crois. Ouais, voilà. Donc il y a encore des étapes pour les... Mais on franchit les étapes une par une. Donc avant que ça fasse griller le pain, on a un petit peu de marge. Je trouve qu'il y en a encore 30 ans ou 40 ans. D'ailleurs, Stéphane, une info qui va t'intéresser, parce que c'est le 11 janvier, j'ai appris ça hier, c'est intéressant, voilà. Donc, et ça va aller dans le sens de ce que tu disais, Bruno, sur la prise de conscience environnementale. Tu as donc des grosses boîtes, L'Oréal, alors DB Schenker, c'est le logisticien de la Deutsche Bahn, c'est le Géodis, voilà, c'est le Géodis français, quoi. Nestlé, Coca-Cola, Vicat, le cimentier, qui vont annoncer une initiative de rétrofit, donc pour le passage à l'hydrogène de 10 000 camions à échéance 2030. Voilà. Donc, c'est pas pour tout de suite. Tu dis quoi? C'est pas pour tout de suite quand même, mais c'est bien. Oui, mais je suis assez d'accord avec Bruno là-dessus, c'est des petits pas, quoi. C'est-à-dire, maintenant que Bruno a fait sa démonstration, évidemment, c'est indiscutable. Le jour où tu trouves... maintenant, on va parler d'avion, tu vas voir. Alors, la pile parfaite. L'avion, effectivement, ça va un peu dans le sens que tu en disais un mot, Stéphane. Donc, commande record de United Airlines. Je crois que c'est la plus importante commande de l'histoire de l'aéronautique. 100 B787, donc 100 Boeing 787. Airbus et Boeing espèrent une commande de 500 appareils d'Air India. Et puis, l'info, elle a quelques semaines. Mais Emirates remet en service c'est 114 A380. Il y a 9 autres compagnies qui remettent en service leur A380. Bon, voilà, sur un plan perso, Cocorico, la 380, même si c'est européen, c'est très bien. Je trouve que c'est génial. J'adore, donc ça me plaît bien. Maintenant, le sujet, moi je suis pour de ça et je trouve que c'est très bien. Et je ne suis pas pour faire marche arrière sur ce qu'il faut, c'est investir un maximum pour que les avions volent sans émettre de carbone. Ouais. Voilà. Et c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on ne dit pas les choses. Donc je me suis renseigné avant de venir ici, en discutant avec des gens d'Airbus, etc. Et puis je l'ai checké auprès d'autres. Aujourd'hui, sur la durée de vie d'un avion, si je prends la totalité de la fabrication de l'avion, la part des aéroports, etc., l'émission de CO2, c'est à 95 ou 98% le kérosène. Si tu prends le train, sur 30 ans, la part, c'est pas dans le fait qu'il roule, mais c'est les infrastructures. Évidemment. Et donc, les pays comme l'Inde, parce que nous, on est équipés en train, donc, mais les pays comme l'Inde ou en Afrique où ils sont pas encore équipés suffisamment en rail, ils se posent vraiment la question en disant, pour aller vers un transport qui est plus écologique, on va dire, il vaut mieux prendre l'avion et parier sur l'évolution des avions, en particulier les avions verts. Airbus parie qu'en 2035, un avion volera à l'hydrogène, que le train, ouais.
Et donc, c'est vachement intéressant parce que c'est pas du tout la façon dont on voit les choses. Et le pari pour moi, c'est pas de demander aux gens d'arrêter de voler, parce que quand on va arrêter de voler, on va arrêter de se rencontrer, on va perdre du business, mais on va surtout arrêter de se connaître, on va s'engueuler, on va se faire des guerres. Enfin, c'est tout ce qui va avec le fait qu'on se connaisse et qu'on se rencontre. Ouais. Pour moi, ce qu'il faut, c'est investir le plus vite possible sur ces technologies qui nous permettent de produire de l'hydrogène vert et que des avions volent à l'hydrogène vert. Et alors là-dessus, tu sais qu'ils sont pas d'accord. Hein. C'est-à-dire, nos deux grands là, Safran et Airbus. Safran ne croit pas à l'avion à hydrogène. D'accord. Safran croit au carburant de synthèse. Oui, mais ça pose un léger problème quand même, tu vois, parce que c'est maintenant. Mais je crois que je l'ai déjà raconté. Il se trouve que le patron d'ADP m'a raconté. Moi, il faut que je prenne des décisions aujourd'hui pour le stockage. Qu'est-ce que je fais ? Je commence à préparer du stockage d'hydrogène. C'est pas anodin, hein, du stockage d'hydrogène quand même, hein, voilà. Ou du carburant de synthèse. J'en sais rien. Donc, tu sais, c'est VHS Betacam. Sauf que l'enjeu, et enfin, oui, tous ceux autour de cette table connaissent VHS Betacam. Non. Mais ça te dit rien, Aziz ? Oui, bien sûr. L'hydrogène est beaucoup plus prospectif pour lui. Par contre, à court terme, on aura probablement des... Mais c'est beaucoup plus long terme et prospectif. Oui, mais il y a des questions physiques, tu vois, avec l'hydrogène, de stockage, de place, de... Oui, mais qui sont compliquées à résoudre. On aura de la fusion nucléaire, ce sera plus le sujet, parce qu'on fera de l'électrolyse directement. Stéphane, un sujet sur les avions, sur les A380. Encore une petite chose, parce que ça, c'était à l'époque de Fabrice Brégier, et donc c'était à l'époque où Airbus se rendait compte que les compagnies n'achetaient pas la 380, alors que ceux qui volaient dans la 380 adoraient cet avion. Et le problème, c'est qu'Airbus ne pouvait pas bypasser les compagnies. Airbus ne peut pas faire. Et Brégier se grattait la tête et il n'a jamais trouvé la solution. Il voulait essayer de trouver, à travers un site internet, un moyen d'indiquer aux gens qu'ils allaient voler sur un 380 pour telle destination avec telle compagnie, etc. Et tout. Le problème, c'est que tu bypassais tes clients, ce qui est jamais très très bon. Enfin voilà. Mais ça a été toujours le paradoxe de cet avion. Oui, Stéphane. Et c'est pour ça qu'il vole encore. Exactement. Que Emirates, qui sont quand même des grands spécialistes du marketing de luxe dans l'aéronautique, continuent à utiliser la 380. Parce qu'évidemment, il n'y a que dans cet avion-là, quasiment, qu'ils peuvent s'amuser à vous faire des studios personnalisés à 26 000 € à l'aller, où tu peux prendre une douche, ce qui est très très utile dans un vol de 5 heures. Mais enfin, ça c'est du marketing. Non, ce qui était intéressant juste sur l'aéronautique, et quelles que soient les technologies vers lesquelles on va, on sait qu'on va vers un avion vert. Il faut juste faire attention à ces... Moi, parce qu'après, je suis comme ça. Hein. Je n'aime pas les discours de décroissance où on t'explique que pour polluer moins, il faut voler moins, il faut utiliser moins l'avion. Non, il faut des avions. Il faut, comme tout, améliorer les avions. Les avions d'il y a 20 ans, le 747, il n'est pas ce qu'est aujourd'hui le 777. Il ne sera pas ce que sera le prochain avion, qui soit électrique, qui soit à hydrogène, qui soit à carburant vert. Peu importe. On sait que les technologies évoluent et qu'elles évoluent de plus en plus vite. Donc, en fait, c'est pas de faire moins, c'est de faire mieux. Donc je souscris à ce que dit Bruno, c'est pas de rester chez soi qui va sauver la planète en fait. Au contraire, c'est de remettre en question toutes nos consommations, ne pas changer l'évolution du monde, mais de lui donner de la mettre dans le bon sens. Après, je le redisais tout à l'heure en introduction, l'aéronautique, c'est génial parce qu'en fait, c'était quand même un des trucs les plus pointés du droit qui a pris très très cher par le confinement d'un point de vue économique et commercial. Et là, c'est reparti, mais comme jamais, que ce soit au niveau des producteurs, au niveau des compagnies, même si elles ont un peu de difficultés, parce qu'en fait, on a envie de voyager et qu'il faut surtout pas stopper ça. Et ce sera sûrement, comme l'immobilier, une industrie qui doit se remettre en question et qui se remet déjà beaucoup en question. Et elle va vachement nous surprendre, je pense, moi. Aziz ? Stéphane vient de décrire le concept de transition écologique, passer d'un état à un autre, mais sans casser la dynamique. C'est-à-dire que si tu décides de ne plus voler, écoute, tu vas plus réfléchir à comment faire mieux avec moins, et donc forcément arrêter ta courbe de progression. Donc oui, transition écologique, et il faut laisser et accepter qu'il y a un temps où peut-être on va polluer un petit peu plus que dans le futur. Moi, je suis très favorable à tout ça. Mais je parierais volontiers que ceux qui disent qu'il faut voler moins, c'est ceux qui volent pas. C'est ceux qui prennent très très peu l'avion ou presque jamais. C'est ceux-là qui disent que les autres doivent voler moins. Parce que c'est facile de demander aux autres de faire des efforts. On en est tous là, hein, Bruno. On en est tous là. On est tous là. Et tu disais au début... Non, c'est pas vrai. Tu t'étais au début Moi, je assez connais des gens optimiste. et je me sens là-dedans et qui commencent par faire moi-même l'effort et je demande aux autres que si je suis capable de le faire moi. C'est un vrai effort ? Parce qu'un effort, il faut que ce soit un effort. Un effort, il faut que ça te coûte. C'est comme le don, tu sais ce qu'on dit. Hein. Oui. Il faut que ça te coûte. Vraiment. Oui, je comprends. Chapeau. Tiens, on termine sur les retraites quand même, puisque c'est le sujet qu'on reverra, qu'on retrouvera. Ça, oui. Stéphane, ta lecture de la pause. Il a la main qui tremble, le président.
Non, non, non. Alors, je ne pense pas que le président ait la main qui tremble. Maintenant, je fais un parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il est dans une situation, et je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'immobilier, je ne veux pas que les gens se méprennent, je dis juste que c'est la situation législative actuelle qui peut créer comme ça toutes sortes de blocages et de nouvelles façons de devoir aborder les choses. Évidemment, la réforme des retraites, c'est un sujet surbrûlant. Avant même qu'on ait le moindre contour, ça commençait à mettre le feu aux poudres. Là, il s'est dit, à mon avis, la partie politique, on va laisser passer les fêtes, on va pas embêter les Français, on va croiser les doigts pour que Didier Deschamps fasse le boulot et qu'on soit champion du monde. Comme ça, tout le monde va arriver en janvier, pleine balle, le commerce, les fêtes, on aura dépensé, etc. Et on remettra le sujet sur la table. Après, pragmatiquement parlant, élection professionnelle, élection au niveau des grands responsables politiques, les républicains, etc., etc. C'était pas du tout le moment, je pense là, de balancer le pavé avec derrière une coupure parlementaire, les gens qui n'écoutent plus. Enfin voilà, je pense que pour une fois là, je comprends. Alors c'est un rétropédalage, mais pour le coup, c'est un rétropédalage peut-être plus concret. C'est un vrai sujet. Et comme moi qui suis chef d'entreprise, les gros sujets, il y en a quelques-uns, on les remet à début janvier parce que c'est surtout pas au 14 ou 15 décembre, tu rentres dans un sujet qui est primordial pour les Français. Écoute, moi, dans cette brique retraite et dans les risques, je distingue déjà les régimes classiques et les régimes spéciaux. Moi, j'ai l'impression que ce qui peut mettre le fou aux poudres, c'est déjà la discussion avec ceux qui relèvent des régimes spéciaux. C'est ça le vrai danger. C'est ceux qui te bloquent ton train, c'est ceux qui te bloquent ton EDF, c'est ceux qui te bloquent ta raffinerie, etc., etc. On les a vus ces derniers temps. Après, évidemment que c'est un sujet qui est sensible, mais encore une fois, c'est toute la contradiction française. On sait que on ne va pas y couper, on sait qu'on doit la faire, on sait qu'on va devoir passer par là, mais ça bloque. Ça bloque et on n'a pas forcément... Alors là, la reporter, je ne vais pas redire ce qu'a dit Stéphane, parce que je suis assez d'accord avec la stratégie de report. Mais je suis convaincu, et là ça n'est qu'un avis, et je peux même mettre mon billet, qu'au mois de janvier, on va nous expliquer qu'il va falloir la reporter encore un petit peu, et encore un petit peu, et encore un petit peu. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, sur un sujet, ce que tu disais encore une fois au début, c'est que c'est la rue qui gouverne, et c'est la capacité de nuisance qui oriente la stratégie politique, et pas le courage politique qui oriente la rue. Donc voilà, je m'attriste parce que tout ça, ça nous coûte bien sûr pour certains physiquement, mais ça nous coûte aussi financièrement, et ce qu'on ne fait pas, et comme dans beaucoup de domaines, les décisions qu'on ne prend pas maintenant, on va les payer tôt ou tard, et plus c'est tard, plus c'est cher. Moi, je n'ai pas exactement le même point de vue. J'ai zéro information de l'intérieur, etc. C'est juste mon intuition. Mon intuition, c'est qu'il n'a pas du tout la main qui tremble et que ça sera fait en janvier et qu'il ne va pas reporter. Pourquoi il ne l'a pas fait alors ? Parce que c'est pas le bon moment. Mais alors, c'est jamais le bon moment, Bruno. Ouais, mais il y a des moments plus. Non, mais attends, tu sais qu'on nous a raconté que c'était à cause de l'élection d'Éric Ciotti, quand même, que c'était reporté, et à cause de la Coupe du Monde de football. Moi, je pense que c'est les fêtes de fin d'année et que parce que et quand il a dit qu'il le présenterait le 15 décembre, il savait pas que Noël tombait le 25. L'info n'était pas parvenue jusqu'à. Il pensait pas que la situation, j'en sais rien. Oh, mon intuition à moi, c'est qu'il tremblera pas et qu'il le fera. Eh ben, mon intuition à moi, c'est qu'il a la main qui politiquement, c'est explosif. D'autres ont essayé par le passé. On se souvient d'Alain Juppé. C'est vrai. C'est vraiment chaud. Donc la main qui tremble, c'est même naturel et c'est même qu'il ait la main qui tremble. À la limite, moi, je trouverais ça conscient et je trouverais ça humain au vu des enjeux et des conséquences politiques. Maintenant, je le redis, oui, mais ça amène exactement à ce que dit Stéphane, c'est-à-dire que c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment. Jamais. Et donc, après, un président comme lui, dans son deuxième mandat, etc., moi, je pense qu'il le fera. Oui, je pense qu'il va y aller. Et moi, je pense qu'il le fera en janvier. Et je pense que c'est de la négociation entre lui et Elisabeth Borne. J'avais une réponse de Chirac qui était excellente, moi, qui me faisait rire. On lui posait la question, c'est quand le bon moment ? Il répondait, c'est le moment opportun. Ouais. Tiens, je voulais juste montrer une image parce qu'il y a parmi les sujets, et c'est vrai que c'est le sujet dont on ne parle pas, c'est exclu. Alors ça permet j'en ai déjà parlé d'ailleurs, de ce compte Twitter qui s'appelle FIPAddict, qui est vraiment très très précieux, ce qui permet d'ailleurs de dire que la question de l'anonymat sur Twitter n'est pas une question simple, parce que ce FIPAddict est anonyme et il a de formidables infos et voilà. Alors oui, donc c'est un bout de la capture d'écran, ça c'est le niveau de vie des retraités. Donc, comme maintenant il y a eu la CSG, etc. Vous voyez, il est quand même monté très très haut au-dessus du niveau de vie des actifs. Ouais. Donc les retraités étaient à 108 ou 105%, j'arrive pas à lire d'ici. Enfin bref, là les choses se sont un peu stabilisées, mais enfin.
l'idée de mettre à contribution les retraités, idée totalement taboue, idée dont on n'a pas le droit de parler, tout simplement parce que les retraités votent, est une idée quand même qui a du sens. Voilà, l'autre élément... ça a beaucoup de sens. Là, le truc est assez clair. Stéphane, t'en penses quoi ? Ouais, pour moi, il n'y a pas tellement de surprise. C'est-à-dire que quand tu regardes les classements, on se retrouve naturellement sur les pays qui ont des régimes finalement assez protecteurs. Donc, j'ai pas vraiment de commentaires, tu vois, sur ça. Non, mais l'idée de baisser les pensions n'est jamais émise. C'est une idée... Mais d'abord... Stéphane, tu ne peux pas, parce que là, pour le coup, c'est assez explosif, même si les retraités ne sont pas les plus gros gilets jaunes de la planète. C'est un électorat qui se déplace encore, et quand tu regardes les stats des gens qui votent, il y a encore dans cette classe de la population des gens qui sont encore très impliqués dans la vie politique. Donc ce serait une erreur fondamentale. Celui qui fait ça, il s'en prend plein les dents. Je rejoins un peu Aziz dans ces cas-là, peut-être sur un manque de courage d'affronter cette problématique. Après, je ne sais pas, c'est un sujet qui est très délicat, parce que quand tu as bossé toute ta vie, en quoi on devrait te baisser tes retraites, Je veux dire, à quel moment donné, toi qui as cotisé, que ce soit... tu peux pas dire ça. Parce que ça s'appelle un système par répartition. Et donc, on répartit la richesse. Et quand il n'y a pas assez de richesse, on répartit moins. Non, puis attends, il y a un autre truc. Tu demandes à ceux qui ont déjà créé la richesse pendant 42 ans, finalement, de la répartir là, parce qu'en fait, dernièrement, on a merdé. Oui, mais Stéphane, parce qu'ils n'ont pas fait assez d'enfants. Moi, je peux pas laisser dire ça. Parce qu'ils ont créé de la richesse, c'est très vrai, mais ils ont aussi créé l'endettement. C'est cette génération qui n'a pas voulu faire les réformes et qui a créé l'endettement qui laisse aux générations suivantes. Ils ont créé le déficit écologique et environnemental. Enfin, nous, quoi, on est dedans. Et je me sens dedans, j'allais le dire. Je me sens dedans. Moi, je fais partie de la génération qui laisse de la merde au suivant et qui dit non, mais moi, il ne faut pas me toucher mon niveau de vie. Il y a un moment où... Il y a un sujet complémentaire dont on ne parle quasiment jamais quand on parle retraite et quand on parle aussi immigration, c'est celui de la démographie. Oui, en plus de toute la liste que tu as donnée, c'est une génération qui n'a pas voulu faire d'enfants. C'est un choix légitime. Même, plus que les c'est autres. 1,8. Ouais. Tu parles. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'on est... Non. Écoute, c'est les chiffres que j'ai vus à l'INSEE sur les 20 dernières années. On est à peu près à 1,8. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des gens qui ont fait un choix qui est légitime, de ne pas travailler sur la reproduction, sur le dynamisme démographique, mais qui ensuite ne veulent pas les conséquences de leur choix. J'adore ta formulation. Stéphane. Travailler sur la reproduction, ça veut dire avoir des enfants. Stéphane, t'es rhabillé pour l'hiver, là, je crois que... Voilà. Écoute, mais politiquement, je n'ai pas dit que c'était ce que je pensais. J'ai dit, je vois mal faire. Après, ce qu'a dépeint Bruno... évidemment, moi j'ai 45 ans, donc je peux leur jeter la pierre, j'ai pas de problème, je ne me sens pas encore responsable de ça, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même dur et c'est surtout extrêmement explosif. Et évidemment, on devrait demander un effort à tout le monde. Mais comme c'est pas la culture française de demander un effort à tout le monde, c'est comme de demander à quelqu'un de payer moins d'impôts quand il en paye pas. Et donc c'est difficile. C'est un sujet qui est très 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 délicat et on peut pas le résoudre de façon que budgétaire. Tu as échappé à la discussion sur les cryptos, Stéphane. Ça n'est que partie remise. Je suis très à l'aise sur ce sujet. Ça n'est que partie remise. Tiens, puis vous avez vu le mot de la fin que Elon Musk a désactivé le compte Twitter qui suivait son avion. Ça m'a fait bien marrer. Donc la liberté d'expression, si tu veux, s'arrête là où commence en fait. Là où décolle son jet. Exactement. Là où décolle son jet. Merci les gars, merci à vous de nous avoir suivis durant cette année, durant cette première partie de saison. Et puis donc Aurélie Planex est là demain et nous on se retrouve le 2 janvier pour débattre.